Bonsoir à tous. Jeudi, nous sommes le 30 juillet 2020. Bienvenue dans votre émission d'information sur la maladie à coronavirus. Ce soir, nous allons aborder avec notre invité Claver Anoumou Yaotié-Daïran, professeur titulaire de microbiologie. Ce thème, la Russie qui espère une production industrielle d'un vaccin dès le mois de septembre prochain. Bonsoir, professeur. Bonsoir Mathieu, Alors, bonsoir à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Visiblement, les recherches vont bon train. Oui, comme je l'ai toujours dit sur vos plateaux ici, le moyen le plus sûr, le moins coûteux pour arriver à éliminer le coronavirus, c'est l'accès au vaccin. Et donc, si la Russie annonce que très bientôt, elle va mettre à la disposition de la communauté un vaccin efficace contre le coronavirus, c'est une très bonne nouvelle. Rappelons aussi que les États-Unis, il y a une entreprise pharmaceutique aux États-Unis qui est aussi à la phase 3 de l'essai de vaccin. C'est la dernière phase pour essayer un vaccin. L'essai se réalise aujourd'hui sur près de 30 000 personnes pour évaluer l'efficacité d'un vaccin. Et donc, moi, je suis très heureux que très rapidement, on pourra trouver un vaccin et on pourra maîtriser le coronavirus. Alors, les différentes recherches dans le monde entier, on parle bien sûr dès que le vaccin est disponible, le prix aussi qui reste beaucoup plus à étudier. Ça va être un défi majeur parce qu'un vaccin contre une nouvelle maladie comme ça peut coûter cher. Mais selon les informations, il y a certaines firmes qui annoncent que ce vaccin ne va coûter que le prix de production et qui ne vont pas faire de bénéfices là-dessus. Mais ce sont des déclarations d'aujourd'hui. On verra au moment où le vaccin sera disponible. Dans tous les cas, le vaccin sera moins cher par rapport au dépistage et au traitement des cas tels qu'on l'a vu dans le monde entier. Et si on se rappelle aussi de l'impact économique que le coronavirus a eu dans le monde entier, aucun prix ne sera élevé pour pouvoir s'acheter un vaccin contre le coronavirus. Moi, ma crainte, c'est la disponibilité du vaccin. Parce que les firmes qui annoncent aujourd'hui la production de vaccins annoncent en même temps leur capacité de production. La firme américaine dit par exemple qu'elle ne pourra produire, en tout cas au jour d'aujourd'hui, qu'elle ne pourra produire que 500 millions de doses. Or, nous sommes 8 milliards sur la planète Terre. Donc, il va falloir rapidement que d'autres firmes pharmaceutiques ou que d'autres pays, comme la Russie le dit, émergent et produisent aussi des vaccins. Je sais qu'en Europe aussi, il y a des entreprises qui travaillent dans ce sens. Et même la France, l'Allemagne, la Hollande et la Belgique ont préfinancé un laboratoire pour pouvoir développer un vaccin. Ça veut dire que si ce laboratoire trouve un vaccin, ces pays seront prioritaires. Mais plus on a de différentes sources de vaccins disponibles, moins le vaccin va coûter cher et plus beaucoup de pays pourront en avoir accès. Mais ne nous trompons pas, s'il y a un vaccin qu'on trouve aujourd'hui, les pays prioritaires, ce seront les pays d'Europe, d'Amérique et peut-être l'Australie. Parce que ces pays ont préfinancé les recherches pour arriver à trouver un vaccin. Mais nous subissons quand même le même sort. Oui, quand ils seront vaccinés, c'est fini. Vous êtes vacciné, le vaccin va nous dire, par exemple, vous êtes protégé pour 1 an, ou pour 2 ans, ou pour 5 ans. Et donc, eux, ils seront protégés en fonction de la durée. D'abord, avant qu'on nous envoie ça... Moi, je trouve que c'est une évidence, puisque moi, je ne vois pas un pays aujourd'hui qui fait des efforts, qui trouve des vaccins, qui ne vaccine pas sa population et qui dit, je vais venir vacciner d'abord les Africains. Alors, justement, oui. Que disent les tests, bien sûr, de l'Organisation mondiale de la santé face à ce genre de situation de crise humanitaire, puisque le monde entier en a eu ce genre
situation il y a des années? Oui, ça dépend de là où la maladie est plus fréquente. Quand on trouve des médicaments contre une maladie, dans un premier temps, si c'est une maladie qui est localisée, on va envoyer les médicaments dans cette zone. Mais ici, on est devant une crise mondiale. Tous les pays sont touchés. Si tous les pays sont touchés, c'est la course au premier venu qui sera respectée. Si vous avez les moyens, vous avez signé un contrat avec une firme pharmaceutique. Si vous signez un contrat aujourd'hui avec une firme pharmaceutique, si la firme pharmaceutique trouve les produits, elle va vous l'envoyer d'abord. On a eu une discussion, enfin, on a subi les débats sur les chaînes entre Sanofi, qui est une firme pharmaceutique française, qui a reçu un gros financement des États-Unis d'Amérique, qui dit si vous trouvez, et le contrat Sanofi disait que si je trouve le vaccin, je vais d'abord donner aux Américains parce que c'est eux qui m'ont donné l'argent. Ça a fait un tollé, mais maintenant les Français... C'est une triste réalité aussi. C'est la triste réalité. Il y a une maladie qui est là, il y a un produit qui est disponible. Celui qui apporte l'argent sera servi. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et je suis sûr que pour le vaccin, en tout cas pour le début, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de 200 vaccins candidats qui sont en cours d'évaluation. Parmi les 200, ils n'ont choisi que 24 ou 25. Non, il y a d'autres qui continuent encore. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres qui émergent, les recherches continuent. Et donc, même si on trouve déjà 10 vaccins contre le coronavirus, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, maintenant, c'est la capacité de production que nous allons regarder pour voir, parce que nous sommes 8 milliards pratiquement. Si on veut se débarrasser globalement de coronavirus, il faut que beaucoup de monde soit vacciné, puisqu'on voit que la maladie touche tout le monde et au même moment. Donc, il faut vacciner tout le monde. Alors, justement, est-ce que les pays, comme les pays africains, de l'Asie, pays en voie de développement, je veux bien sûr nommer, oui. Est-ce qu'on a vraiment les moyens pour pouvoir quand même concurrencer un peu les pays développés en matière d'achat de ces vaccins une fois disponibles? Honnêtement, non. C'est pas un problème de concurrence, mais ça va être une sorte de négociation. Quel pays africain va aller concurrencer les États-Unis pour l'achat d'un produit? Ici, aujourd'hui, on parle de vaccins. Ça peut être autre chose. Comment est-ce que vous pouvez aller concurrencer les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, ces pays qui, entre guillemets, vous donnent de l'argent tous les jours? Comment vous pouvez aller les concurrencer pour acheter des vaccins? Mais des négociations bilatérales peuvent aussi permettre à ce que les pays africains puissent bénéficier de ces vaccins. Je sais qu'il y a des essais vaccinaux qui se font actuellement en Afrique du Sud. Donc, si vous avez participé peut-être à ces essais vaccinaux, si le vaccin est disponible, peut-être que vous serez aussi prioritaire dans la mise à disposition. Donc, il y a l'Agence mondiale pour la vaccination qu'on appelle Gavi, a pris langue avec les pays africains pour leur demander s'ils souhaitent participer à des essais vaccinaux sur le coronavirus. Et la participation à ces essais vaccinaux sera une source, peut-être un des facteurs qui peut jouer au moment de l'attribution des vaccins là. Alors, par rapport aux essais, est-ce qu'il y a plusieurs pays qui se sont annoncés en Afrique ou... Pour le moment, le seul pays dont j'ai connaissance qui participe à un essai vaccinal contre le coronavirus, c'est l'Afrique du Sud. Peut-être que les autres pays vont suivre, puisque c'est maintenant que plusieurs vaccins sont en train d'arriver à ce qu'on appelle à la phase 3, à la dernière phase où on a besoin de beaucoup de monde pour évaluer son efficacité. Donc, probablement que d'autres pays seront sollicités pour participer à des essais vaccinaux. Non pas, il faut entre-temps, comme je l'avais dit ici, on a reçu plein de messages venant de nos compatriotes vivant à l'étranger,
à la diaspora qui nous envoyait des messages pour dire de ne pas participer du tout à des essais parce qu'on va nous tuer, etc. Non, on voit la réalité aujourd'hui. Même les pays européens participent aux essais vaccinaux. Si vous ne faites pas des essais vaccinaux, comment est-ce que vous allez évaluer l'efficacité du produit? Donc c'est tout à fait normal, ça fait partie de la procédure classique pour la découverte ou la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique. Alors, dans tout ce qui se passe en matière de recherche, quelle est la place de l'Afrique? On n'est que des preneurs ou des recherches, on en a parlé en Afrique, même au Togo, finalement, on ne sait plus. Non. Là où est-ce qu'on en est, justement. On parlait en temps du Sénégal, du Maroc et bien d'autres, le Togo aussi, avec certains consignes alimentaires qui ont été données pour renforcer l'immunité dans tout son ensemble. Bon. Il y a les pays africains, disons, la recherche mobilise beaucoup de moyens financiers. Du moment où vous n'avez pas de ressources financières, vous ne pouvez pas faire de la recherche. Néanmoins, les pays africains participent tant soit peu à cette recherche-là. Je sais qu'entre-temps, un laboratoire sénégalais était en train de mettre au point des tests pour le diagnostic de coronavirus. Comme je l'ai dit, il y a des équipes en Afrique du Sud qui participent à des essais vaccinaux. Au Togo, nous avons identifié 4 formulations des phytomédicaments que nous allons utiliser chez les malades, pour réellement évaluer leur efficacité. Et nous avons dit que le début de ces essais, c'est réellement en septembre. C'est ce que nous avons annoncé au moment de la conférence, fin août, début septembre. Et nous sommes en train de rechercher maintenant le financement, comme je l'ai dit, le financement pour pouvoir mener à bien cette étude, parce qu'il faut produire le médicament en grande quantité pour ceux qui vont le recevoir. Il faut évaluer l'efficacité de ce médicament sur le coronavirus, mais également évaluer la tolérance, c'est-à-dire rechercher tout ce qui est effet secondaire. Donc il y a des examens qui sont prévus pour le foie, des examens pour les reins, qui sont les 2 organes qu'on appelle les organes épurateurs, les organes qui filtrent, les organes qui nous débarrassent des déchets de l'organisme. Et regarder également aussi le sang. Donc c'est une étude qui est bien calée, et si elle est bien faite telle qu'elle est décrite, il n'y aura pas de critique. Et si on trouve que ces produits ont un quelconque effet, ce sera réellement, ce sera la réalité. Mais rappelons que ces produits ne sont pas des antiviraux, ce ne sont pas des médicaments qui vont tuer le virus. Ce sont des médicaments qui vont booster le système immunitaire, qui vont booster les moyens de défense de l'organisme, qui va permettre d'éliminer le virus. Donc, ça existe aussi, le traitement en renforçant le système immunitaire. Alors, qu'est-ce que vous appelez médicaments phyto? C'est des médicaments qui viennent des plantes, oui. Les médicaments traditionnels, où vous avez mis ensemble 2, 3, 4 produits. Ça peut être les feuilles, ça peut être les racines, ça peut être les détections. C'est tous ces ensembles-là qu'on appelle les phytomédicaments. Donc, l'essai va commencer début septembre. Début septembre, si nous arrivons à rassembler l'enveloppe financière qu'il faut pour réaliser ces essais. Le président de l'université est en train de chercher les ressources financières. La dernière fois, j'ai appris que Simtogo a avancé une enveloppe. C'est le lieu pour moi d'exhorter les entreprises de la place à participer à cette recherche en soutenant l'université de Lomé. C'est le moment également, il y a certaines associations grandes, on parle entre-temps de l'association des grandes entreprises du Togo. Oui, c'est le moment de contribuer à ce qu'on puisse terminer cette recherche. Investir dans l'humain, en fait. Absolument. On n'est pas là que pour consommer peut-être de la boisson, mais peut-être qu'il faut reconvertir. Autrement, c'est sous-là, dans absolument. le bien-être de l'homme. Maintenant, en Afrique, comment est-ce que ça se présente, cette recherche-là, dans tout son ensemble? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup plus citer les États-Unis, les pays d'Europe, la France, l'Italie, la Belgique et bien d'autres qui
qui se bousculent en matière de recherche et puis des financements aussi. Mais malheureusement, en matière de santé, l'Afrique reste, comme pour tous les autres domaines, l'Afrique reste un consommateur. Parce que... à quoi cela est du financement toujours? C'est le financement. Quand vous rentrez dans les grandes boîtes, les grandes firmes de recherche dans les pays développés, vous trouvez les Noirs partout. Hein. C'est la tête, hein? Oui, mais vous trouvez les Noirs partout. Les jours, hein. Donc, ce n'est pas un problème de capacité. Ce n'est pas un problème de niveau d'études. C'est un problème global de disponibilité de financement. Si vous n'avez pas de labo de recherche, vous ne pouvez rien trouver. La preuve, on veut évaluer 4 molécules. Le budget n'atteint pas 100 millions. On n'arrive pas à mobiliser ces ressources financières pour le travail. Alors que, par exemple, le vaccin pour les Américains, là, les États-Unis ont déboursé à peu près $1 milliard. Ils ont déposé $1 milliard pour faire la recherche sur le vaccin, un seul vaccin. Donc, ça fait Obama aussi 100 milliards de francs CFA. Quel est le budget du Togo consacré? Quel est le budget d'abord, le budget global du Togo pour l'année 2020? Et quelle est la part qui est consacrée à la santé? Et quelle est la part qui est consacrée? Là, normalement, c'est dit que le budget de la santé dans pas l'espace CEDEAO, mais c'était on ne peut pas dire une suggestion que le budget de la santé des pays africains se rapproche de 15% du budget général. Oui. Mais quand vous voyez la réalité, c'est jamais ça. Pour le Togo, c'est encore mieux. Pour d'autres pays là. Pour le Togo, peut-être on doit être à 5 ou 6% au maximum. Il y a des pays qui ont fait des efforts. Le Sénégal, entre-temps, approchait 11%. 11%, oui. Oui, la Côte d'Ivoire était entre-temps 8%. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des efforts que nous devons faire. Mais n'oublions pas que si on met dans la santé, ça veut dire qu'on coupe quelque part de toute façon. Oui. C'est que les budgets sont faibles. Il faut produire, parce qu'on ne produit pas aussi. Voilà, il faut qu'on mobilise suffisamment de ressources internes. Il faut qu'on travaille dur. Là, c'est pour ça qu'on nous appelle les pays pauvres. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources financières. Alors, on sait qu'en Afrique, on peine toujours à créer, à faire sortir des recherches parce que les moyens manquent toujours. Mais c'est quoi le secret de ces pays-là développés? Ils aussi n'ont pas quand même les moyens aussi colossaux, disponibles. Si, ils ont... C'est pas peut-être une question, une politique quand même oui, c'est l'industrialisation. C'est l'industrialisation. On est aujourd'hui, nous on est encore dans une économie primaire où primaire. Alors que les gens sont dans l'industrie, dans l'économie tertiaire où tout est industrialisé. Ici, si on prend rien que l'accès à l'eau potable, on n'est pas à 100%. Le pays, le Togo n'est pas à 100%. La population togolaise n'a pas accès à 100% à l'eau potable. On n'a pas accès à 100% à l'éducation. On n'a pas accès à 100% à l'électricité. Or, on sait que si vous avez 100% de votre population qui a accès à l'eau potable, de l'eau potable, il y a tout ce qui est maladie diarrhéique que vous allez éliminer. Parce qu'il y a des maladies qu'on retrouve aujourd'hui uniquement en Afrique à cause de l'eau. Le choléra. Il n'y a pas de choléra dans les pays développés. C'est l'eau. La fièvre typhoïde. C'est des problèmes qui sont réglés. Donc, tout ça fait partie du développement d'une façon globale. Et tant qu'on va être encore dans le sous-développement, ces besoins ne seront pas couverts. Alors, justement, dans les universités, pour le professeur que vous êtes, oui. Votre titre, professeur d'Agneran, oui. Vous êtes enseignant-chercheur. Vous recherchez quoi concrètement dans les universités? Puisque c'est vous qui nous enseignez. Hein? moi, j'ai fait... Juste pour comprendre. Hein? Oui, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai fait la bactériologie, virologie. Oui.
Donc, je travaille sur les virus, je travaille sur les bactéries. J'ai beaucoup travaillé sur la résistance aux antibiotiques des bactéries. Oui. J'ai beaucoup travaillé sur la résistance du VIH aux antirétroviraux. Je travaille sur le papillomavirus. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on travaille. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va faire une découverte. Il y a les prix Nobel de médecine, de mathématiques, de physique, de chimie, d'économie. Combien de chercheurs sur le continent africain, depuis que ces prix existent, de chercheurs sur le continent africain ont eu un prix Nobel dans le domaine scientifique? C'est zéro, il n'y en a pas. C'est les moyens. À part prix Nobel de la paix, d'accord. Donc, mais si vous rentrez dans le domaine scientifique, vous n'allez pas trouver un seul sur le continent africain. Non, mais ce qui est étonnant, ces prix-là ne sont pas vraiment décernés aux Africains, mais il y a un constat qui se dégage. Quand vous allez, par exemple, dans des grandes instances internationales, il y a plein de Noirs qui arrivaient, s'imposent d'une façon un peu... Je me dis, mais c'était quoi le miracle? Mais au pays... Le miracle, c'est le moyen. C'est le moyen financier. Il n'y a pas 10 miracles. Moi, j'ai connu des gens avec qui j'ai fait le lycée... Des jeunes qui, aujourd'hui, mais quand j'entends parler de ces gens-là, je dis, mais waouh! Oui, c'est le moyen financier. Si vous... Il y a plein de Togolais également. Selon une indiscrétion, on nous disait entre-temps que les médecins togolais dans la région parisienne dépassent ceux qui sont même sur le territoire togolais. Bon, j'ai pas les statistiques réelles, mais si moi je vous donne le cas de ma promotion, on est 40 dans la promotion. Et vous êtes finalement combien au pays? On n'atteint pas 15. Voilà. Ben oui, c'est une réalité. Et ça, c'est parce qu'il faut se faire violence pour entrer. C'est ça, c'est la réalité. C'est la fuite du cerveau. Les gens sont bien formés, ils arrivent, les gens ont des besoins dans leur pays, ils sont retenus. Parce que d'abord, le niveau de salaire, c'est intéressant. Les conditions de travail sont meilleures, donc les gens vont partir. Mais on ne peut pas quand même nier d'où l'on vient. Ça, c'est, mais c'est pour ça il y a certaines personnes pour le développement du pays. Il y a certaines personnes qui rentrent, qui travaillent, qui essayent de se battre, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. On pense qu'on peut être utile encore à la nation. On peut être utile, on peut rendre service, on peut contribuer même si les conditions sont difficiles. Justement, au début de cette crise sanitaire, le 1er avril, le chef de l'État, dans son discours, a quand même énuméré d'amples sujets, points, ça et là. Et l'un des points, c'est la mobilisation des ressources devant financer la lutte contre cette maladie à coronavirus. 400 milliards de francs CFA. Finalement, la mobilisation n'a pas vraiment évolué sur les écrans. Quand on essaie de jeter un coup d'œil, surtout sur la chaîne nationale qui fait le point, pratiquement chaque soir après le journal de 20h, on tourne autour de 2 milliards et quelques, voire 2 milliards, 5 ou 3 milliards. Oui, alors l'État a annoncé une enveloppe nécessaire à la lutte. Mais l'État n'a pas dit que c'est uniquement les Togolais qui vont payer les 400 milliards. Non. Si quelqu'un a les moyens, la personne donne. Si vous n'en avez pas, l'État même a mis une grosse enveloppe comme contribution, enfin, comme faisant partie de son budget. Maintenant, il y a certains Togolais de bonne volonté qui ont contribué. On a vu la liste à la télé. Je pense qu'il faut que le comité repasse pour nous dire est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y a encore quelques donateurs qui sont entre-temps venus. Il y a des partenaires techniques et financiers qui donnent aussi. Il y a des ambassades, des ambassadeurs qui donnent. L'AFD, la dernière fois, a encore rallongé son enveloppe. Il y a l'Union européenne qui a contribué. Donc, tout le monde essaie de contribuer, mais l'État, le président de la République n'a pas dit les 400 milliards seront mobilisés uniquement par des Togolais. Donc, voilà.
Alors, justement, quand on manque maintenant des moyens pour pouvoir financer cette recherche-là que vous faites, c'est quoi la solution B que vous avez si jamais les sous ne sont pas... Non, on espère que ça va rentrer parce que si on n'a pas les sous, on ne peut pas démarrer ces recherches. Sinon, si on le fait, elle sera bâclée, elle sera mal faite. À la fin, on ne pourra pas tirer. Ou bien on prend un peu sur vos salaires là. On ne pourra pas tirer de bonnes conclusions. On contribue déjà suffisamment. Hein. Si vous voyez le temps que nous passons, soit dans les laboratoires, soit dans les sites de prise en charge, soit dans la surveillance, le temps que nous passons sur les chaînes les chaînes de télé, les plateaux de télé et des radios, le temps que nous passons dans les réunions pour les stratégies. Je parle de la fonction publique dans tout son ensemble. Hein. Oui, bon. Il faut qu'on les gens... On a vu dans d'autres pays les ministres on a quand même coupé 1-2 mois de salaire. Ici, les ministres ont contribué, je crois. On entend peut-être les députés, on va voir avec les... Oui, normalement, c'est pas contraignant. C'est pas contraignant, c'est volontaire. Si vous avez la capacité, si vous êtes généreux, vous dites que je suis concerné, je peux donner quelque chose, c'est libre à vous, il n'y a pas d'obligation. L'autre point aussi de cette mobilisation, c'est le quota, hein, parce que les gens pensent qu'il faut avoir jusqu'à 50 000, 100 000 avant de venir donner. Même si c'est 1000 francs, on prend. Hein. Mais un franc, c'est un franc. On arrive à avoir 1000 personnes par jour avec 1000 francs. Vous voyez ce que ça donne. C'est déjà beaucoup. Oui. Donc, parce que les gens se disent aussi que, est-ce que je vais aller là-bas avec 1000 francs là, est-ce que ça va donner quelque chose? Même si c'est un franc, il faut le donner, ça va contribuer à la lutte. Il faut on essaie maintenant d'ouvrir des listes au niveau des mairies et autres là. Les gens peuvent facilement aller. Peut-être il faut donner des numéros Floods ou Timoni, si quelqu'un veut. Tout en sachant que vous avez vu ce que Novici a donné. On a dit Novici 15 000, vous avez vu ce que ça a provoqué comme engouement. Ça veut dire que les gens n'ont vraiment peut-être pas les moyens aussi. Et on a dit, Novici, c'est supprimé. Vous avez vu aussi, si vous suivez un peu les débats sur les chaînes et tout, ça veut dire que, peut-être que les gens n'ont tellement pas de moyens. En tout cas, l'État togolais est là pour prendre en charge ses patients. Et au CHR Lomé Commune, comment est-ce que ça se passe? Au CHR Lomé Commune, la prise en charge... comme on l'a dit, le traitement systématique, c'est chloroquine, azithromycine, systématiquement pour tout le monde. Et les autres médicaments, c'est par rapport aux signes que vous allez présenter. Si quelqu'un a mal à la tête, on va lui rajouter du paracétamol. Si quelqu'un fait la fièvre, on va lui mettre le paracétamol. Si quelqu'un tousse, on va rajouter les médicaments de la toux. Si la personne a des difficultés respiratoires, là, on va commencer par mettre en place tout ce qui est mécanisme d'assistance respiratoire qui peut aller jusqu'à l'utilisation des respirateurs et consorts. Je sais maintenant que les anticoagulants aussi, compte tenu des études qui ont été menées, les anticoagulants sont importants dans le traitement et donc ceux qui ont des difficultés respiratoires bénéficient également de ce traitement. Donc, en gros, vous voyez les chiffres, de guérison qui est toujours élevé. Ce n'est pas seulement au CHR Lomé Commune. Il y a des sites de prise en charge dans toutes les régions sanitaires et parfois même dans certains districts. Parce qu'on a quelqu'un qui est malade à Senkassé ou à Kara ou à Soudou, comme je l'ai dit la dernière fois ici à Soudou, on ne va pas l'amener à Lomé pour le soigner. On met en place un système, une équipe solide qui s'occupe du traitement. Donc, globalement, le traitement se passe bien. Nous avons un taux de guérison qui est acceptable et je pense que ça va continuer comme ça. Mais on a comme l'impression qu'on a beaucoup trop mis de moyens dans le matériel, hein, ce qui fait peut-être qu'il y a manque de moyens aujourd'hui avec les respirateurs ou autres là. Non, il y a un manque de moyens. Est-ce que vous utilisez vraiment ces respirateurs? Il y a un manque de moyens où? C'est-à-dire que il faut être prévoyant. Oui. Si jamais ces investissements n'ont pas été faits et que nous avons beaucoup de personnes qui ont besoin d'assistance respiratoire, c'est ici que les gens encore vont venir crier pour dire que l'État n'a rien fait. Voilà que les gens sont en train de mourir. Les respirateurs, vous les utilisez? Pour ceux qui en ont besoin, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, comme je l'ai dit, 80%
des gens qui font coronavirus vont guérir naturellement. Maintenant, peu de gens ont des signes respiratoires, des déserts respiratoires, et c'est eux qui ont besoin de ces équipements. Donc, ce n'est pas utilisé tous les jours, ce n'est pas utilisé pour tout le monde, mais il vaut mieux les avoir sous la main parce qu'on ne sait pas comment cette épidémie va évoluer. La preuve, les 3 derniers jours-là, on est en train de voir encore un pic. Le nombre commence encore par augmenter. Ça grimpe? Ça commence par augmenter, donc il faut qu'on fasse attention. En tout cas, c'est un bon investissement qui va servir pour le coronavirus. Mais si jamais on arrive à maîtriser le coronavirus, ces équipements vont servir après pour autre chose, pour d'autres maladies, pour traiter d'autres maladies. Donc, c'est un investissement à long terme, périn. Et vraiment, c'était une bonne chose d'avoir fait comme ça. On parlait entre-temps aussi des scanners, là. Vous les avez ou... La commande, comme pour ce que je sais, étape. Pour ce que je sais que les commandes sont passées. Les livraisons, ce n'est pas encore fait, mais j'espère que bientôt, ces équipements vont rentrer et seront installés. Pour qu'on ne quitte pas d'Apaon pour venir faire scanner à Lomé. C'est ce qui s'est fait depuis des années. Oui, maintenant, avec la nouvelle stratégie qui est mise en place, ça sera un soulagement pour la population et surtout pour ceux qui sont des assurés. Les gens font parfois 100 km pour venir faire des examens qui coûtent 10 000 francs. Ce n'est pas normal. Donc, tous ces investissements qui sont en train d'être faits vont nous permettre d'apporter la qualité dans les soins, même au niveau reculé, décentralisé. Est-ce qu'on a quand même des techniciens qui s'y connaissent vraiment, si jamais on déplace ces choses-là aujourd'hui? Au Togo, nous avons, ça doit être 3 ou 4 professeurs de radiologie au Togo, plus beaucoup de médecins radiologues. Donc, pour moi, le problème ne se pose pas du tout dans ce sens. En plus, il suffit de former des techniciens qui savent prendre parce qu'au les départ, clichés. avec les respirateurs, c'est ce qu'on a entendu, que le Togo ne dispose pas vraiment des techniciens qui s'y connaissent vraiment dans le domaine. C'est pourquoi, entre-temps, on a des Cubains qui étaient là. Ils sont repartis aussi. Les Cubains sont repartis. Ils ne sont pas venus uniquement pour problème de disponibilité des réanimations, non. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de réanimateurs, mais il y a une école où on forme aussi des techniciens anesthésistes qui manipulent les équipements de réanimation. Donc, revenant sur le problème des scanners, donc comme je l'ai dit, il y a des professeurs, il y a des manipulateurs radio. On n'a même pas besoin que le radiologue soit sur place pour interpréter les analyses. Vous finissez de faire votre analyse, vous les numérisez et vous transmettez. La personne, il est dans son bureau, les images arrivent sur son ordinateur, il vous l'interprète. Donc ça ne pose aucun problème si on déploie correctement les techniciens qui savent réaliser ces examens-là. Donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. A priori, non. En tout cas, ce n'est pas pour la manipulation ou l'utilisation de radio ou de scanner que le problème se posera. Peu à peu, on va vers la réouverture des frontières. Oui. Le Togo s'y attelle depuis quelque temps. Les frontières aériennes seront ouvertes très bientôt. Les préparatifs sont en Mais le cours. Togo n'est pas parmi les 4 pays africains, enfin, qui peuvent desservir, enfin, avoir des vols du Togo vers certains pays, dans l'espace Schengen par exemple. Et il faut... Ça va prendre encore du temps, ça? Non, moi je ne pense pas. Du moment où l'aéroport du Togo est fermé, on ne pourra pas le mettre dans des listes. Il faut que le Togo ouvre d'abord son aéroport. Okay. Du moment où l'aéroport du Togo sera ouvert, la situation sera évaluée au cas par cas. Donc, ça ne posera aucun problème. La preuve, nous, on n'a pas beaucoup de cas de coronavirus dans notre pays. On n'a pas beaucoup de cas. Quand on regarde les chiffres, dans la sous-région ouest africaine, on est au-delà de 900 maintenant, on tend vers 1000. Oui, on tend vers 1000 au moment où les gens sont à 16 000, les gens sont à 30 000, les gens sont à 10 000, les gens... Non Dans
notre espace, il y a le Togo, le Niger, et quel pays encore? Le Bénin, bon. Le Bénin, atteint le Bénin autour de 1000 et quelques. 1000 et quelques, oui. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait des restrictions même pour le Togo quand notre aéroport sera ouvert. Non. Et les frontières terrestres aussi. Les frontières terrestres, on est en train de regarder dans la zone, dans la sous-région ouest africaine, l'ouverture globale de toutes les frontières terrestres. Sinon, si le Bénin ouvre et que le Togo n'a pas ouvert, c'est pas intéressant. Donc, ça aussi, on est en train de regarder. Des dispositifs seront mis sur ces frontières, non pas pour prélever les gens, c'est pas possible, mais au moins pour une petite surveillance, pour pouvoir au moins sensibiliser, au moins prendre la température pour éviter la propagation du coronavirus après l'ouverture des frontières. Parfait. Nous allons nous intéresser aussi à la réouverture des lieux de culte. Oui. Et demain, certains compatriotes vont fêter aussi la Tabaski. Oui. Voilà un peu les conditions dans lesquelles tout cela doit être géré. Pour la fête de demain, pour ce qui est retenu, donc il est dit la prière ne va durer que 30 minutes à l'air libre, ce qui est une très bonne chose. D'habitude, c'est ce qui se fait. Moi, je le mets dans le contexte des mesures que dont nous avons parlé ici. Voilà, à l'air libre, en masque, chacun avec son tapis, et à la fin de la prière, on ne se serre pas la main, on part directement, on va chez soi. Il n'y aura même pas de reportage pour montrer à la télé, non. Donc, je pense que les mesures barrières seront respectées demain pour que cette fête se passe très bien et qu'on n'ait pas de résurgence de cas de coronavirus après. Pour les églises, les nouvelles qui nous parviennent sont très bonnes. Les églises catholiques et les églises évangéliques ont mis en place des dispositifs qui permettent de limiter la transmission du coronavirus, la distanciation, la programmation de plusieurs messes ou cultes dans la journée, la disponibilité des solutions hydroalcooliques ou des dispositifs de lave-mains. En tout cas, pour l'instant, franchement, moi, je voudrais tirer chapeau et remercier ces églises-là qui ont fait du bon travail, parce que c'était un coup d'essai. On a dit, on ouvre partiellement, on ouvre certaines églises, on ouvre certains cultes. On va regarder ce qui va se passer. Si ça se passe bien, on pourra rajouter d'autres églises. On pourra rajouter d'autres nombres d'églises pour que on puisse se recueillir et prier aussi pour que l'âme aussi se porte bien. Parfait. On va essayer de jeter un coup d'œil sur les chiffres, c'est-à-dire la situation de la maladie à coronavirus à la date, bien sûr, de 29 juillet 2020 au Togo. Le 29 juillet 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 264 cas actifs, 626 cas guéris, 18 décès, 908 cas confirmés au total. Un petit résumé pour dire 12 nouvelles infections enregistrées. Ce mercredi-là, 29 juillet 2020, le Togo a atteint donc le total de 900 cas positifs depuis l'apparition, bien sûr, de cette maladie de cette pandémie. Voilà, 14 nouvelles guérisons ont été enregistrées, portant à 626. Oui, c'est très encourageant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de guéris ne fait qu'augmenter. Heureusement, ces 2 derniers jours, on n'a déploré aucun décès. Mais on voit que le nombre de cas aussi, le nombre de nouveaux cas, il y a des jours où on avait trouvé 0 ici, il y a des jours où on a trouvé 3, 6. Mais ces 4 derniers jours, on voit qu'on est allé jusqu'à 20 pendant cette période. C'est pour dire que le virus existe toujours, que le virus continue de circuler
et que nous devons redoubler de vigilance si nous voulons arriver au bout du coronavirus. Il y a quelques foyers actuellement dans le pays. Un foyer à Soudou constitué essentiellement des élèves dans un établissement scolaire. Il y a un petit foyer à Sokodé à partir d'un hôpital du CHR de Sokodé. Et un petit foyer à Tapamé, chez les sœurs religieuses. Ah bon? Oui. Il y a six sœurs religieuses qui sont infectées avec une de leurs élèves. C'est des gens qui vivent en communauté. Il y a un foyer dans 2 entreprises à Lomé, le LCT et Togo Terminal, que nous sommes en train de gérer. En dehors de ces foyers, il y a des cas isolés qui sont des cas communautaires. La maladie est passée au niveau des cas communautaires maintenant, où on voit que c'est l'élève, c'est l'enseignant, c'est la ménagère, c'est la caissière, c'est l'ouvrier qui est contaminé. Donc, nous devons être vigilants. Ce que on est finalement à la phase endémique. Hein. Le coronavirus est la passé. Bonne nouvelle des vaccins. Hein. Oui, le coronavirus est passé dans la communauté. Et donc, le moyen le plus sûr pour qu'on ne s'en débarrasse, ça va être le vaccin. Mais en attendant, si nous voulons croiser un jour ce vaccin, puisqu'on est dans les recherches, il n'y a aucun vaccin aujourd'hui sur la table. Si nous voulons croiser un jour ce vaccin, il faut que nous prenions des mesures de prévention maintenant pour tenir jusqu'à ce que le vaccin nous soit disponible. Ces mesures de prévention, c'est les gestes barrières, vous voulez parler? Ce sont les gestes barrières, notamment le port de masque, qui est d'ailleurs rendu obligatoire dans notre pays. Si vous ne portez pas de masque, l'amende, je pense, c'est 3 000 francs. Au moins. Au moins, bon, ça dépend. Donc, le port de masque est obligatoire. Je rappelle que le masque n'est pas un objet magique, parce que vous allez l'avoir sur vous, que ça va vous protéger contre le coronavirus. C'est qu'il faut le porter et bien le porter. Bien le porter, c'est que le masque doit couvrir et la bouche et le nez. Moi, quand je regarde la télé, les gens qui viennent faire des interviews, ces 2-3 dernières semaines, j'étais vraiment mal à l'aise. Les gens portent mal le masque. Ils portent le masque qui couvre uniquement la bouche. Ça ne couvre pas le nez. Comment est-ce que ça va être? S'il y a quelqu'un qui est contaminé et qui est à côté de vous, vous n'êtes pas protégé. La personne va vous contaminer facilement. Donc, il faut couvrir absolument les 2 orifices. Il faut le mettre correctement. Correctement. La bouche et le nez doivent être couverts pour que le masque soit efficace. Si ce n'est pas fait comme ça, c'est pas normal. Les gens mettent le masque sous le menton. Moi, j'ai vu la dernière fois 3 jeunes qui étaient sur une moto. Tous avaient tous avaient leur masque, mais c'est sous le menton. Ils parlaient tranquillement. Ils sont sur une moto, ils roulaient. Parfois, les gens, tu retrouves le masque même sous la nuque. Franchement, il faut qu'on fasse soit on n'a pas de masque, on peut comprendre. Mais si on l'a et qu'on doit le mettre, il faut qu'on le mette correctement. Donc, le masque, le lavage des mains, avec de l'eau et du savon, on peut en abuser comme on veut dans la journée. Si on n'en a pas, la solution hydroalcoolique, c'est bon, c'est efficace. La distanciation physique, on l'a dit, on l'a répété, c'est au minimum 2 mètres, tout en sachant que le virus peut être suspendu dans l'air maintenant, parce qu'on a remarqué que les aérosols peuvent le contenir. Donc, si on est dans une pièce ou dans une salle de réunion, il faut ouvrir, il faut aérer, pour que l'air puisse circuler. Éviter la climatisation si c'est possible. Pour faciliter la circulation de l'air, c'est les volets qu'il faut ouvrir. Il ne faut pas serrer les mains, il ne faut pas se serrer les mains. On est africain, on aime bien se secouer quand on se rencontre. Non, il faut éviter. Parce que je sais qu'au moins, ce geste, c'est probablement le geste le mieux respecté pour éviter le coronavirus. Mais on voit encore quand les élèves sortent de l'école, ils sont collés, ils ne respectent pas la distanciation physique. Moi, j'ai vu encore des gens sur le campus aujourd'hui. Il y a encore des efforts à faire pour limiter la transmission du virus.
Il faut que les policiers essaient de veiller au grain. Hein. La force anti-pandémie, la FOSAP, doit faire déjà un grand boulot. Oui. Très remarqué. Oui, tout à fait. Ils ont fait des efforts. La preuve, c'est cette force anti-pandémique qui a été déployée dans la zone de Soudou pour nous accompagner au respect des mesures barrières pour limiter la transmission. Et ça se passe très bien dans la paix. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de bavure. Tout le monde est satisfait du travail que cette force est en train de faire. Parfait. Professeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, de ce jour. Et le thème concernant bien sûr ce vaccin-là, c'est une bonne nouvelle. On peut commencer par pousser un petit ouf de soulagement en attendant la disponibilité. Faut pas être trop pressé. Faut pas être trop pressé. On n'a pas encore le vaccin. Mais quand on nous dit dès septembre prochain... si on l'a, on ne sait pas quelle quantité le laboratoire peut produire. 3, on ne sait pas quand ce vaccin sera disponible pour les pays africains. Donc, ça fait beaucoup de paramètres. Sur ce point, s'il faut s'endetter pour le faire, moi, je suis parfaitement d'accord parce que... Il va le faire. Hein. Oui, je suis parfaitement d'accord parce que l'argent qu'on va investir dans le vaccin ne sera jamais plus cher que l'argent qu'on va investir dans le dépistage et dans le traitement des gens. Voilà. Surtout qu'il y a des décès, aucun moyen ne vaut plus que la vie. Merci, professeur Daïra. Tout le plaisir est pour moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et joyeuses fêtes à tous les musulmans du monde entier, en particulier les musulmans du Togo.